Travailler, produire, échanger, servir, tous ces verbes d'action prennent tout leur sens sur des espaces, les espaces productifs. Ces espaces ont été aménagés par l'homme afin de lui permettre de développer des activités économiques et de produire de la richesse. Ils sont mis en valeur par de multiples acteurs, privés ou publics, et concernent 3 secteurs principaux, à savoir le secteur agricole, le secteur industriel et celui des services, activités qui ne produisent pas de biens matériels comme le transport, l'enseignement, la médecine ou le commerce. Parfois, les frontières entre les secteurs sont plus poreuses qu'elles n'y paraissent. Par exemple, un agriculteur va avoir besoin de l'industrie chimique pour les engrais. De même, un industriel va avoir recours pour vendre ses produits au transport et à la distribution. Les espaces agricoles français ont connu des évolutions considérables tout au long du XXe siècle. La mécanisation, avec notamment la généralisation du tracteur en 1950, la disparition du bocage en Vendée ou en Bretagne, l'augmentation des tailles des exploitations liées au regroupement des parcelles agricoles ont permis une forte croissance des rendements. Cette agriculture productiviste, qui permet de produire beaucoup sur peu d'espace, passe aussi par l'utilisation massive d'engrais et de pesticides, et elle a pu se développer grâce à l'aide de la PAC, la politique agricole commune, qui, dès les années 1960, fait tout pour augmenter les productions agricoles en Europe. La France est désormais la première puissance agricole de l'Union européenne. Parallèlement à tout cela, on assiste à une spécialisation des espaces agricoles, en particulier ceux qui sont bien intégrés dans la mondialisation. Le bassin parisien, avec la grande culture céréalière, les régions méditerranéennes, spécialisées dans les cultures maraîchères qui ont peu à peu multiplié les cultures sous serre, l'Ouest, avec l'élevage hors sol notamment en Bretagne, ou encore les grands vignobles, en particulier le long des vallées fluviales comme pour le Bordelais, où la réputation et les exportations se font à l'échelle mondiale. Tous ces espaces productifs agricoles intégrés ont un lien étroit avec les IAA, les industries agroalimentaires, qui transforment et conditionnent les produits agricoles. Cependant, cette agriculture productiviste n'est pas sans limite. Elle a aussi des conséquences environnementales importantes. Pollution des sols, mais aussi des nappes phréatiques, développement des algues vertes sur les plages gênant le tourisme. De plus en plus d'agriculteurs se tournent ainsi vers une agriculture plus biologique, orientée vers des produits de qualité avec label ou appellation d'origine contrôlée. Cette agriculture s'appuie notamment sur les terroirs. Enfin, certains espaces productifs agricoles souffrent d'une déprise, du fait de leur production à la marge de la mondialisation et de leur enclavement. C'est le cas des moyennes montagnes, plus à l'écart, plus enclavées, et qui se consacrent davantage à la polyculture et à l'élevage. En France, le tissu industriel est dense et varié, et il connaît des évolutions conséquentes du fait des dynamiques liées à la mondialisation. Ainsi, la part de la population active qui travaille dans l'industrie a diminué depuis les années 80. Il n'y a plus que 20% de la population qui a un emploi dans ce secteur. La part de l'industrie dans le PIB a suivi la même trajectoire, à tel point que l'on évoque une France soumise à une désindustrialisation. La concurrence internationale et les délocalisations ont accentué cette tendance lourde. De même, les facteurs de localisation industrielle ont changé. Auparavant, les industries s'implantaient non loin des ressources naturelles et de la main-d'œuvre nombreuse, comme c'était le cas pour l'industrie charbonnière ou métallurgique. Aujourd'hui, elles recherchent les interfaces frontalières, mais surtout maritimes, car l'essentiel du transport se fait par les mers. On assiste ainsi à une véritable littoralisation de l'industrie, avec le développement des ZIP, les zones industrielles portuaires, comme c'est le cas au Havre ou à Fos-sur-Mer, non loin de Marseille. D'autres industries, pour s'implanter, recherchent quant à elles un cadre agréable, avec une main-d'œuvre hautement qualifiée. Leur localisation est désormais non loin des grands centres de décision,
dans les banlieues des grandes métropoles urbaines. L'industrie se développe de pair avec la métropolisation des activités. Près des villes, on trouve les ZI, zones industrielles, mais aussi les technopoles, ces parcs d'activités basés sur les hautes technologies, ou encore des pôles de compétitivité qui voient sur un même espace cohabiter grandes entreprises, centres d'enseignement supérieur et laboratoires de recherche. Sophia Antipolis, qui est le premier technopole de France et de l'Union européenne, en est un bon exemple. Situé en PACA, le site qui s'étend sur plus de 2400 hectares et qui est spécialisé dans la production et les services informatiques, est un pôle qui joue sur son attractivité, un réseau dense d'écoles, d'universités et de laboratoires, mais aussi sur son accessibilité, non loin de Marseille à l'ouest et de Nice à l'est, et donc de l'Italie. L'entreprise mondiale chinoise, Huawei, s'y est récemment implantée pour ces raisons. Désormais, la carte industrielle de la France est en pleine mutation. La frontière traditionnelle entre un Est plus industriel et un Ouest plus agricole s'atténue. De nouveaux espaces industriels apparaissent au sud et à l'ouest, dans des régions qui mettent en avant leurs aménités, favorisant l'héliotropisme ou le balnéotropisme. Ces nouveaux espaces mettent en avant leur caractère d'innovation pour faire face à la concurrence internationale. De même, les politiques d'aménagement voient la prépondérance industrielle parisienne se réduire par le fait de la déconcentration qui facilite l'implantation en province d'entreprises. Une nouvelle hiérarchie s'opère désormais. Au premier plan, on trouve les espaces industriels centraux, l'Île-de-France et la région lyonnaise, et plus secondairement l'Alsace. Au second plan, des espaces bien intégrés à la mondialisation s'affirment. Ils sont surtout situés à l'ouest et au sud. Au troisième plan, on trouve les industries en crise ou en reconversion, comme c'est le cas pour les espaces industriels productifs du nord et de l'est, qui étaient spécialisés dans l'extraction du charbon et des minéraux et dans l'industrie métallurgique. Certaines reconversions de friches industrielles sont parfois surprenantes, comme c'est le cas à Neux-les-Mines, où un ancien terril a été transformé en une station de ski artificielle. Enfin, à la dernière position, on trouve les espaces ruraux, marginalisés, souvent sous-industrialisés et enclavés. Comme pour les espaces agricoles, ces espaces industriels sont soumis à des questions environnementales. Leur proximité avec les villes n'est pas sans risque, comme l'a montré l'explosion du site AZF à Toulouse en 2001. De même, la pollution des sites n'est pas sans conséquences pour les populations. Les services inondent la société. Ils sont désormais prépondérants et dominent l'économie française. Le vieillissement de la population, la diminution du temps de travail, les nouveaux modes de consommation, l'importance des services à la personne peuvent expliquer ce phénomène. Désormais, plus de 80% de la richesse provient de ce secteur et plus de 75% de la population occupe un emploi dans les services, à tel point que l'on parle de tertiarisation de l'économie. Les services peuvent soit se caractériser par la mise à disposition d'une capacité technique, comme c'est le cas pour le transport ou le commerce, ou par le recours à une capacité intellectuelle, comme c'est le cas pour l'enseignement ou la médecine. Les espaces majeurs des services se trouvent le plus souvent en ville. Leur densité dans les grandes métropoles est importante du fait de la métropolisation qui concentre les fonctions de commandement et de décision. Les quartiers d'affaires où se trouvent les sièges sociaux des grandes entreprises, les FTN, ont une forte densité de banques, d'assurances, comme c'est le cas pour la Défense à Paris. De même, on retrouve les services en périphérie des villes, dans les ZAC, les zones d'activité commerciale, où l'accessibilité et la diversité des entreprises facilitent l'attractivité. Au sein de ces services, le tourisme joue un rôle conséquent. La France, qui bénéficie d'une large variété de ses paysages, de ses climats, de son patrimoine historique, est la première destination touristique de la planète, avec 89 millions de visiteurs en 2018. L'augmentation du temps libre, du nombre de retraités, accentue son ampleur. Pour répondre au tourisme de masse, tout au long du XXe siècle, des stations touristiques ont été créées ex nihilo pour accueillir les touristes. Mais comme toujours, tout ceci comporte aussi des revers. Le tourisme
peut ainsi fragiliser les sites historiques. Ainsi, le Mont-Saint-Michel a été victime de son succès. La baie du Mont-Saint-Michel s'est peu à peu ensablée et le phénomène a été aggravé par la construction d'une digue qui permettait l'accès au village. Depuis 2015, cet espace a été aménagé pour préserver l'environnement. La digue a été détruite et remplacée par un pont-passerelle et des constructions hydrauliques ont eu lieu en amont. Enfin, l'aménagement du territoire promouvant les services peut permettre la reconversion de certains espaces industriels en difficulté, comme c'est le cas pour l'implantation de Louvre-Lens dans la région des Hauts-de-France.